Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Comment ne pas être heureux de savoir que finalement, le vaccin contre ce maudit virus Covid-19 est désormais disponible sur le marché. Les campagnes de vaccination ont démarré, les gouvernements sont encouragés à mobiliser leur population pour se faire vacciner. On peut donc dire que l'espoir a rené et que d'ici là, la vie va reprendre son cours normal, que toutes les restrictions des droits et libertés qui ont été imposées à l'humanité ne seront plus que de mauvais souvenirs. Cependant, le principe de précaution voudrait que l'on s'informe sur le produit avant de prendre une bonne décision. Raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau M. Roland Matsuaka. Il est professeur de biostatistique à Duke University, en Caroline du Nord. Bonjour, Roland. Bonjour et merci de m'avoir accueilli sur votre chaîne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'Ivoire, une année après l'apparition de la nouvelle maladie, déclarée officiellement pandémie en février 2020. À ce jour, qu'est-ce qu'on en sait de l'origine de ce virus? L'origine même n'est pas vraiment connue. Tout ce que nous savons, c'est que les premiers signes ont paru en Chine, dans la province de Wuhan. Et après, c'est répandu dans le monde entier. Maintenant, dire qu'est-ce qui cause ça concrètement, les scientifiques ne s'accordent pas puisqu'il n'y a que des hypothèses quand on émet jusque-là. Et même sur ces hypothèses, on ne s'accorde pas puisqu'il y a aussi un problème de conflit entre les pays et de leadership. Donc, les origines, on ne sait pas, mais on est tous d'accord que cela, pour le Covid, a commencé en Chine et s'est répandu dans le monde entier. Mais pourtant, on a parlé du pangolin, donc la transmission de l'animal à l'humain. Après, on a accusé, je ne sais pas, les chauves-souris. Et il y a même un professeur, finalement, qui, lui, par contre, a carrément dit que c'est une œuvre humaine, c'est-à-dire un virus fabriqué dans un laboratoire. Oui, non, vous savez, c'est ça en fait la démarche scientifique, c'est-à-dire que quand un problème se pose, on essaie d'apporter des explications cohérentes et logiques. Donc, n'ayant pas une réponse claire à ce que nous voyons, les gens émettent des hypothèses. Et ces hypothèses, évidemment, vous avez ces animaux dont on a parlé. Et il y a aussi peut-être les hypothèses selon lesquelles c'est parti d'un laboratoire et issu d'une manipulation humaine et qui a fait que le virus s'est muté, s'est retrouvé sous cette forme. Mais de toutes ces hypothèses, comme je le dis, ça reste des hypothèses. Et c'est pas confirmé. Bref, tous les scientifiques ne s'accordent même pas déjà sur ces hypothèses. Il y a d'autres qui ont d'autres théories, peut-être qui n'ont pas émergé du lot de toutes les hypothèses que nous avons. Mais dans le fond, il n'y a pas unanimité. Et ce qui fait même la beauté de la recherche scientifique, dans ce sens que les gens viennent avec des hypothèses, mais il faut au moins, quand les hypothèses corroborent, puisque parfois même toute la vague des scientifiques peut se gourer, hein, même si ils ont tous la même hypothèse et la même logique, on peut toujours se tromper. Mais quand une grande majorité s'accorde sur une hypothèse, évidemment, on va adopter cette hypothèse en attendant qu'on ait d'autres preuves. Mais dans le cas d'espèces, même à ce niveau, les hypothèses qui émettent les uns les autres, il n'y a pas vraiment un consensus là-dessus. Donc, pour l'instant, on voit les effets, mais la cause vraiment du Covid, ça reste encore à réfléchir. Mais au moins, le virus a été isolé, c'est cela. Le virus a été isolé. En fait, il était facile à isoler. Dès les premiers temps qu'il a apparu en Chine, il a été isolé. On a réussi à identifier, on a donné un nom. Et à ce niveau, c'était très facile. Et l'ayant identifié, synthétisé, ils ont diffusé et partagé la formule avec tous les laboratoires du monde entier, en fait, même par le biais de l'OMS. Théoriquement,
tous ceux qui s'y connaissent pouvaient maintenant étudier à travers la séquence. Ils n'avaient même pas besoin de manipuler le virus humain, mais à travers la séquence du virus, étudier et faire des recherches là-dessus. C'est ce que d'autres laboratoires ont fait. Et en attendant d'avoir des cas eux-mêmes qui pouvaient isoler le virus. Donc, c'était facile à synthétiser, identifier, mais l'origine, comme je le disais, c'est une autre paire de manches. Comment se manifeste donc le Covid-19 chez l'humain? Parce que de toute façon, le virus, on l'appelle Covid-19, la maladie également Covid-19. C'est bien cela. Dans le langage commun, oui, Covid, on peut dire Covid en parlant du virus, on peut dire Covid en parlant de la maladie. Mais si on va dans l'étymologie des termes, en fait, le virus s'appelle SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-2. Je vais donner les raisons pourquoi j'ai dit en anglais. Et la maladie, c'est Covid-19. SARS, ça veut simplement dire, pour ceux qui parlent bien anglais, c'est Severe Acute Respiratory Syndrome, COVID, coronavirus, tout. Et pourquoi deux? Deux parce qu'il y a eu, si vous vous souvenez bien, il y a eu de par le passé déjà SARS qui s'était manifesté, mais c'était resté en Asie. Donc, on a mis deux pour pouvoir distinguer à cette première manifestation du virus de la même forme, de la même nature qui s'était manifesté auparavant. Donc, celui-là devient le virus 1 et celui-ci le virus 2. Donc, quand on parle du virus, techniquement et dans les revues scientifiques, on utilise le terme SARS-CoV-2 ou CoV-2. Maintenant, la maladie, c'est COVID. COVID, et c'est aussi vient de l'anglais. COVID, c'est simplement corona. V, c'est virus. Et D, c'est disease. Qui en français, on dirait maladie. C'est pour ça, si vous prêtez très bien attention, en France, maintenant, les gens disent la COVID. Alors qu'au départ, on disait le COVID. Donc, la COVID, en fait, en parlant de la maladie. Et 19, simplement, l'année où cette forme de virus s'est manifestée dans le monde entier, ce qui était en fin de l'année 2019, en Chine, comme je le disais auparavant. Donc, dans les revues scientifiques, dans des mondes des connaisseurs, ils font la distinction entre SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-2 et COVID-19. Mais dans le langage courant, évidemment, selon que vous parlez du virus ou de la maladie, on va facilement se retrouver et comprendre. Donc, mais il y a vraiment une distinction entre les deux si on veut parler en termes techniques. Et donc, je parlais de la manifestation de la maladie, les symptômes et puis le mode de contamination. C'est des symptômes que l'on peut facilement identifier, qui sont parfois même proches des symptômes du palu, proches des symptômes de la grippe, mais il y a quelques détails qui s'ajoutent. Donc, les symptômes, c'est la fièvre, les problèmes respiratoires, les maux de tête, perte d'appétit, les diarrhées. Et malheureusement, ça ne se manifeste pas de la même façon chez toutes les personnes. Et il y a d'autres personnes où c'est même plus, ils ont parfois d'autres symptômes qui s'ajoutent à cela. Et pour certaines personnes, ça peut se limiter simplement à une perte d'appétit et quelques fièvres. La semaine passée, on a eu une compatriote, une Congolaise qui est au Canada, qui avait voyagé, était partie au Sénégal. On ne sait pas si elle a eu le Covid au Sénégal ou quand elle était partant du Canada. Mais quand elle est arrivée au Sénégal, avant de revenir au Canada, puisqu'elle avait fini ses vacances avant de revenir, la compagnie aérienne a exigé qu'elle fasse le test. Elle a fait le test et s'est rendue compte qu'elle était atteinte de la maladie. Elle a donc dû s'isoler, mais quand elle décrit ces symptômes, elle disait que c'était vraiment proche des symptômes du palu. Donc, si elle n'avait pas fait le test, elle se serait certainement dit que c'était le palu. Mais à la seule différence, comme elle a dit, elle avait du mal à respirer. Donc, il fallait, la climatisation ne suffisait pas. Il fallait ouvrir les fenêtres, il fallait. Donc, ça, c'est les formes les plus simples. Et au début de l'épidémie, nous avons constaté qu'il y avait des gens vraiment qui avaient des cas sévères. Et en fait, en comprenant mieux avec le temps maintenant, quand on comprend mieux la maladie, on se rend compte en fait que le mode opératoire qu'on avait même dès le départ, la façon de soigner les malades, en fait, on avait trop réagi, alors que pour certains malades, il fallait les garder calmes, simplement à la maison. Mais en emmenant tout le monde dans les hôpitaux, en les immobilisant sur les lits, en mettant les respirateurs et tout, en fait, pour certains malades, on aggravait leur cas au lieu de les aider parce que si on les laissait à la maison et on les surveillait et qu'ils étaient mobiles et pouvaient suivre le traitement facilement, ils s'en sortaient. Donc, d'une personne à une autre, on connaît les symptômes, plus ou moins la totalité des symptômes et les manifestations peuvent être différentes. Vous avez dit
on pouvait les garder à la maison, les observer, leur donner un traitement et puis ça passait. Comme quoi, le traitement existe, c'est cela. Le traitement existe puisque il n'est peut-être pas efficace, mais il existe. Il y a un certain nombre de traitements, puisque c'est les traitements qu'on utilise simplement pour les maladies respiratoires qui sont même proches des mêmes traitements que la pneumonie. Les traitements existent. Maintenant, la seule chose qui fait que on soit dans cette panique, parce que pour certaines personnes, ces traitements ne marchent pas. Vu la propagation du virus, les hôpitaux aussi sont saturés. Donc, on peut avoir un traitement, évidemment, qu'il faut qu'il y ait des infirmières et des infirmiers et des médecins disponibles pour être au chevet des malades. Et s'ils sont saturés, évidemment, les soins ne seront pas de qualité. Donc, il y a un mélange de beaucoup de choses, mais pour certaines personnes, ils sortent de l'hôpital sans problème. On a déjà, pour nous qui sommes ici aux États-Unis, il y a des compatriotes qui ont eu le virus et depuis là, on n'a pas, en fait, à ma connaissance, personne qui en soit décédé, mais ils ont été soignés et guéris. Et à certains même qui ont été soignés simplement à partir de la maison, n'ont jamais été à l'hôpital, mais ils étaient suivis par le médecin à distance. Et le mode de transmission, c'est quoi exactement? On nous dit que le virus est dans l'air, il peut être... Le mode de transmission, c'est le virus, puisque c'est une maladie respiratoire, donc c'est tout ce qui peut sortir de l'individu qui est contaminé et parfois même qui ne manifeste pas de symptômes. Comme je le disais, que les symptômes peuvent être moindres ou parfois même inexistants pour certaines personnes. Donc c'est tout ce qui va sortir des poumons de la personne. Donc c'est souvent la salive ou les gouttelettes qui vont traîner dans les airs ou peut-être dans les surfaces que l'on touche. C'est pour ça, si vous vous souvenez, au début, les gens devenaient paranoïaques avec les portes des maisons, les portières des voitures. C'est pour cette raison qu'on insiste que les gens portent les masques, puisqu'évidemment, quand on parle de façon naturelle, en fait, il y a des particules qui flottent en l'air. C'est maintenant qu'on se rend compte, en fait, que de façon normale, de façon naturelle, quand on est regroupé dans un milieu, en fait, il y a des particules qui flottent en l'air et qu'on avale et ça ne crée jamais de problème. Mais quand, évidemment, ces particules ont le virus à l'intérieur, c'est cela qui rend malade. Donc, c'est surtout cette façon de contaminer à travers les gouttelettes qui sortiront peut-être de la bouche de quelqu'un qui est contaminé ou des personnes qui sont contaminées, qui restent pendant un certain temps dans les airs ou bien qui touchent certaines surfaces. Et si vous touchez, et vous touchez ces surfaces qui ont été contaminées et vous touchez votre visage, évidemment, vous allez vous faire contaminer. Et donc, il reste combien de temps sur la surface à toucher? La surface à toucher, jusque-là, les résultats et les observations qui ont été faites varient, mais ça peut prendre quelques jours ou quelques heures à quelques jours. Ça dépend des surfaces et ça dépend même si l'air circule ou pas. Et ça dépend de l'environnement. C'est pour ça, on estime même que la façon la plus rapide de contamination, c'est quand vous êtes à proximité ou en contact avec la personne affectée. Mais toucher les surfaces et autres, c'est encore moindre puisque vous voyez déjà sur une surface, vous savez pas combien de temps ça va rester. Si la surface a été contaminée une seule fois, on ne sait pas après combien de temps vous allez venir toucher la surface. Vous pouvez peut-être vous laver les mains parce que vous voulez manger. Et donc, mais le contact direct de personne à personne, c'est cela qui est la plus grave forme de contamination. Quelles sont donc les statistiques aujourd'hui sur le plan mondial et bien entendu sur le plan africain également? Sur le plan mondial, ça fait environ 7 millions de personnes contaminées dans le monde, environ 1,9 million de morts. Pour ce qui concerne l'Afrique, il y a un peu moins de 3 millions de personnes qui ont été contaminées et on a environ 69 000 morts. Cela est vraiment un miracle, comme on reviendra sur ça, quand vous comparez aux autres parties du monde. Par exemple, pour le cas même de l'État où je trouve la Caroline du Nord qui fait partie des États-Unis, on a déjà enregistré près de 578 000 cas d'infection et il y a près de 7 000 morts. Vous voyez, ça, c'est déjà l'état de la Caroline du Nord. Quand vous prenez les États-Unis, ça fait près de 21 millions de personnes contaminées et maintenant, on avoisine 400 000 morts. Pour l'Europe, c'est 25 millions, autour avec près de 570 000 morts. Vous voyez qu'en termes d'échelle, l'Afrique est jusque-là la plus chanceuse
de toutes les parties du monde en ce qui concerne. Mais évidemment, pourtant, au début de cette pandémie, les scientifiques et l'OMS d'ailleurs est monté au créneau pour dire que l'Afrique devait faire beaucoup attention et qu'on a même prédit l'hécatombe en Afrique. Et curieusement, à ce jour, l'Afrique paraît être épargnée. Oui, qu'est-ce qui explique cela? Je pense que malheureusement, j'ai même tout souvent ces conversations avec des collègues ici. Quand vous interprétez le monde d'un œil qui vous est familier, mais pour un monde auquel vous n'êtes pas habitué, vous pouvez faire des erreurs malgré votre bonne foi. C'est comme moi aujourd'hui, si je peux me mettre à parler de ce qui se passe en Chine avec ce que je vois sur le net, toutes les images de la Chine ou quelques bribes d'informations que je reçois de la Chine, il y a de fortes chances que mon information soit erronée. Parce que la Chine est diverse et a plusieurs ethnies. Et donc, c'est la même chose, malheureusement, ces observations, ces commentaires qui sont faits depuis l'Europe par des Européens et qui certains même ne mettent pas les pieds en Afrique. Ou s'ils mettent pied en Afrique, ils restent dans les hôtels. Évidemment, ils ont de fortes chances de s'embrouiller. Moi, je pense que ce qui fait la chance, ou on peut dire pourquoi l'Afrique n'est pas aussi contaminée, premièrement, on est tous d'accord maintenant que ce virus vient d'ailleurs. Il n'est pas originaire de l'Afrique tel que c'était ou bien ça n'a pas commencé à se manifester en Afrique comme c'était le cas d'Ebola. Donc, il y a eu, et très peu de gens vont en Afrique et quand ils vont en Afrique, ils s'arrêtent dans les grandes villes. Disons-nous la vérité. Les personnes contaminées qui sont allées en Afrique, ils ne se sont pas répandues. Quelles sont ces personnes contaminées qui sont venues d'ailleurs? Ce sont les Européens, ce sont les Asiatiques. Et si vous allez en Afrique, la plupart de ces communautés vivent en vase clos. Ils ont très peu de contact avec le peuple. Parce que c'est ça la réalité de l'Afrique. Donc, il y a très peu de contamination. Ça, c'est une partie. Deuxième partie, les symptômes. Selon les individus, ça peut se présenter comme les cas de symptômes de palu qu'on ne pourra jamais classifier comme le coronavirus. On n'a pas les moyens de faire les tests, en tout cas, donc pour ce qui concerne certains pays, n'ont pas toujours les moyens de faire les tests, donc de détecter les cas. Et quand il y a des décès, même les décès des autres maladies, on ne les déclare pas toujours auprès des autorités, ou même quand on les déclare, on ne déclare pas toujours la cause de maladie. Donc, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, on peut toujours, malgré qu'il peut y avoir sous-estimation, on peut toujours dire que l'Afrique en a eu belle. Parce que même quand on ne sait pas la cause de maladie, mais quand il y a un phénomène dans la ville, on peut toujours le remarquer. Je vais m'expliquer. Vous promenez au bord d'un lac, vous voyez un poisson qui flotte sur le lac, vous allez vous dire, oh, c'est pas qu'est-ce qui arrive à ce poisson. Mais si vous allez au même lac, vous voyez des centaines de poissons nager, vous n'avez pas besoin d'être scientifique pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'eau. Et donc, en Afrique, le nombre de morts que nous constatons maintenant par rapport aux autres années, par rapport à ce que nous voyons d'habitude, il n'y a pas vraiment un changement significatif en termes de décès. Et donc, même si on ne peut pas avoir les statistiques qu'il faut, on sait au moins que l'Afrique n'est pas beaucoup frappée par la COVID comme beaucoup d'autres parties du monde. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même quelques cas de contamination en Afrique et nous savons que la culture africaine, elle est communautaire. C'est des gens qui vivent en communauté. C'est là qu'on devait plutôt craindre, mais on se rend compte que jusque-là, l'Afrique est entre guillemets épargnée, même s'il y a quelques cas. Oui, il y a ça c'est vrai. Ça, c'est vrai que la vie communautaire en Afrique est vraiment dynamique. C'est très rare de passer toute une journée seule, comme on le voit parfois le cas ici, et être actif dans la vie. Mais ce que nous oublions souvent, et je reviens sur la même idée que je présentais tout à l'heure, on émet un jugement sur l'Afrique pour dire que c'est des gens qui sont sans réflexion. Mais nous voyons souvent en Afrique, quand une personne est malade, surtout que les gens sont informés pour dire qu'il y a telle maladie qui circule, il y a tel problème, les gens vont s'isoler, les gens vont se soigner et ne vont pas contaminer parce qu'ils jouent les fous. Ailleurs, parce qu'il faut aussi parler, quand on parle, parce que c'est un problème purement sociétal. Dans d'autres sociétés, évidemment, par exemple ici aux États-Unis, il y a des gens qui ont refusé de rester chez eux même quand ils sont malades. Il y a des gens qui ont refusé de porter le masque quand ils savent bien qu'il y a des parents et des amis, bien des gens autour d'eux qui sont morts. Donc, il y a aussi ce manque de discipline dans certaines populations. Et je pense que c'est ce manque de discipline qu'ils ont voulu transposer en Afrique pour dire que, bon, nous ici, puisque nous sommes civilisés, nous sommes disciplinés, nous sommes beaux, nous sommes élégants, nous sommes tout. Si on meurt à cette allure, ça veut dire que les Africains qui ne sont pas civilisés, puisque, disons-le clairement, parfois, c'est
ce que cela sous-entend. Évidemment, ils vont mourir parce qu'ils n'ont aucune règle d'hygiène, ils ne sont pas disciplinés, ils sont illettrés, tout et tout, alors que c'est vraiment le contraire. Les Africains ont un sens civique dans beaucoup de sens. Et surtout quand il s'agit de protéger les populations, les gens prennent des précautions. Pourquoi ils prennent des précautions? Parce qu'évidemment, les systèmes de santé ne sont pas bons. Donc, quand vous savez déjà que si vous tombez malade et que vous n'allez pas pouvoir avoir des soins de qualité, vous allez prendre des précautions. C'est ce qui arrive à tout le monde. Et je pense que les Africains font un bon boulot. Roland, lorsque vous parlez des chiffres, est-ce que vous tenez compte de ce qu'il y a aussi des faux tests? Parce que ça, on en a longtemps parlé. Il y a eu des tests qui n'ont pas vraiment fonctionné comme il se devait. Et ce qui m'a fait même rire, c'est que d'aucuns ont même testé des fruits et que cela s'est révélé positif. Ouais, des tests en Afrique ou des tests ailleurs. Les tests, tout test. Ailleurs comme en Afrique, oui. Tout test. Je pense que, enfin, je vais revenir d'abord, je vais parler des tests et donner un avis général. Non, tous les tests du monde entier, évidemment, il y a des fausses alarmes, il y a des cas où ça marche. Et ce qui fait la force d'un test, c'est que ça soit en mesure de détecter le plus grand nombre de cas. Il y aura des cas qui vont rater, il y aura des cas ratés dans ce sens que la personne est contaminée, mais on n'a pas pu détecter que la personne est atteinte. Et il y a des cas aussi, la personne n'est pas contaminée, la personne n'a pas un problème, mais on déclare la personne atteinte. C'est ce qu'on appelle des faux tests. Et ça existe dans toutes les maladies. Vous allez prendre le sida, vous allez prendre la mammographie, vous allez prendre tous les tests. Il y a toujours des cas. C'est pour cela, pour certaines personnes, quand vous faites un premier test et que c'est négatif, ça ne veut pas dire que maintenant vous avez un chèque en blanc, il faut faire la fête. Il faut toujours continuer à être prudent. Et si vous estimez que vous êtes exposé, vous repartez faire un autre test. Maintenant, pour des gens qui ont des tests positifs, c'est pour ça, quand vous avez un test positif, maintenant, on demande à vous observer. Pourquoi on demande à vous observer? Parce que vous pouvez avoir un test, ça peut vraiment dire que vous êtes malade, ça peut aussi dire que vous n'êtes pas malade. Et en vous observant, on va voir. Et on vous demande d'être confiné et on va vous suivre. S'il y a nécessité de faire un deuxième, un troisième test pour avoir la confirmation, on va le faire. Et si on vous fait évidemment, le vrai problème, il se situe à ce niveau, Roland. On sait bien que les tests posent parfois problème. Pourquoi ne s'est-on pas donc focalisé dans l'amélioration de ces tests ou de développer les produits, puisqu'on peut finalement traiter la maladie, que d'aller vite vers le vaccin? Deux raisons. Première raison, développer le test, oui, et ça continue de se faire. Et si vous remarquez, maintenant, il y a deux formes de tests sur le marché. Il y a le test rapide et le test qui prend un peu plus de temps. Et le test rapide, il y a beaucoup de ratés. C'est pour ça que je disais que les tests, ça dépend du type de test. Si vous faites le test rapide, on peut ne pas vous détecter la maladie quand vous êtes malade, mais quand vous faites le test le plus fiable, c'est celui qui prend beaucoup de jours et les résultats vous sont communiqués plus tard. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pourquoi on va vers le vaccin? On va vers le vaccin. Du point de vue médical, il y a la qualité des soins, puisque les hôpitaux sont saturés. Et comme je le disais au départ, il y a eu des cas où des personnes, si on savait bien les gérer, si on avait assez d'infrastructures, peut-être qu'ils seraient en vie aujourd'hui. Donc, il y a ce problème-là, éviter que les hôpitaux soient saturés, parce qu'au même moment, les gens tombent malades du Covid et compagnie, il y a toujours les maladies traditionnelles dont on a besoin de prendre soin des malades et tout. Les autres maladies n'ont pas dit qu'elles restent à l'écart en attendant que le Covid mène. Évidemment, j'étais évidemment tenté de vous poser cette question parce que ces jours-ci, on ne parle que du Covid, des morts du Covid, et on se pose la question où sont passés les autres morts. Non, les autres morts sont là, les autres maladies sont là. Évidemment, c'est pour cela qu'on veut s'assurer qu'il y a toujours un nombre adéquat de médecins et d'infirmières qui prennent soin aussi des autres malades. Il y a même des maladies qui sont chroniques pour lesquelles il faut prendre soin des malades. Donc, il y a ce problème-là. Deuxième problème, c'est que quand il y a une maladie qui touche un grand nombre de gens, les firmes pharmaceutiques font le business dans ce sens que c'est une opportunité d'affaires. Du point de vue purement affaires, c'est comme si moi, dans mon village, j'ai des mangues et je me rends compte que j'ai peut-être 40 manguiers. Et si je me rends compte que dans le contraire voisin, les gens aiment les mangues et ils peuvent acheter mes mangues à 100 francs la mangue ou 200 francs la mangue, évidemment, je vais agrandir mes manguiers pour aller vendre. Donc, les compagnies pharmaceutiques, d'un point de vue d'affaires, trouvent qu'il y a une opportunité d'affaires pour développer le vaccin du Covid, guérir les malades, ce qui
des points de vue humanitairement parlant, c'est bien, mais quelque part aussi faire des sous. Et en plus, s'il y a le vaccin, ça empêche que les gens ne tombent malades et ça va aider les hôpitaux. C'est pour ça qu'il y a ce côté vaccin, c'est-à-dire que ça arrange déjà à l'avance à éviter les cas de contamination, les cas que les gens tombent malades, pour que ceux qui tombent malades, qu'on puisse les soigner de façon adéquate et qu'il y ait des ressources pour cela. Donc, c'est sur les deux fronts, en fait, qu'il faut jouer. On ne peut pas simplement miser sur un front et oublier l'autre, disant que si on se contente de soigner, si on se contente de bien tester, le problème sera réglé. Non, il ne sera pas réglé parce qu'évidemment, le virus se propage rapidement et on veut revenir à la vie normale au lieu d'être confiné tout le temps. Espérons que les business ne prennent pas le dessus parce que c'est ce que nous semblons constater ces jours-ci. Parlons donc du vaccin lui-même. Le vaccin est là. Il est là, oui. Lesquels sont appelés à se faire vacciner? Est-ce des malades ou des personnes en bonne santé? Parce que par principe, on sait que le vaccin, normalement, c'est des hommes en bonne santé qui se font vacciner, non les malades. Et dans le cas de ce vaccin contre le Covid, lesquels doivent se faire vacciner? Tout vaccin, c'est pour les personnes qui sont bien portantes. On les vaccine pour éviter qu'ils tombent malades. C'est pour ça que nous avons les vaccins contre le choléra, tétanos. En fait, vous vous souvenez que quand on voyage, il y a toujours un carnet de vaccination qu'il faut montrer quelque part. Donc, les vaccins, c'est pour prévenir que les gens ne tombent malades. Donc, dans la pratique, tous ceux qui sont en bonne santé pour éviter de tomber malade doivent se faire vacciner. Ça, c'est un principe. Maintenant, pour le cas de la COVID, on ne sait pas et on n'est pas sûr que si une personne qui a eu la maladie a assez d'immunité pour éviter de retomber malade. Et c'est pour ça, vous allez voir qu'on conseille même aux personnes qui ont eu la COVID de prendre le vaccin si nécessaire pour éviter de retomber malade. Parce qu'évidemment, si vous retombez malade plusieurs fois, on n'est pas sûr que toutes les autres fois, vous aurez toujours la chance de vous en sortir. Mais évidemment, avant même qu'on ne vienne sur le plateau, je venais de lire une information parue sur le journal Le Monde qui disait qu'évidemment, les vaccins actuellement contre le coronavirus qui sont mis sur le marché peuvent combattre les symptômes, mais ne garantissent pas l'immunité à celui qui s'est fait vacciner, c'est-à-dire qu'il n'est pas épargné d'une nouvelle contamination. Alors, je me posais la question, mais finalement, pourquoi se faire vacciner lorsque ce vaccin ne peut pas vous protéger contre une nouvelle contamination? Il y a le monde scientifique et le monde en général est beaucoup plus le monde des médias. Dans le monde des médias, quand quelque chose vient de la science, on aimerait avoir des réponses définitives. Est-ce que oui ou non, le vaccin va faire en sorte que celui qui est vacciné ne tombe pas malade? Et évidemment, on aimerait que la réponse soit oui. Mais du point de vue scientifique, malheureusement, on ne peut pas garantir cela à 100%. Et vous allez comprendre pourquoi. Tel que la science évolue et tel que la science interagit avec le monde de la justice aux États-Unis, le médecin préfère, celui qui vous administre le vaccin préfère vous dire que vous avez le vaccin, vous avez de fortes chances de ne pas tomber malade, mais vous pouvez tomber malade. Pourquoi il le dira? Parce que s'il dit que vous ne tomberez jamais malade et que vous tombez malade, vous pouvez porter plainte et vous faire des millions. Au nom de l'hôpital, au nom de l'institution qui emploie le médecin, et c'est des millions, et le médecin peut perdre non pas seulement son boulot, mais même perdre sa licence pour mauvaise information. Je dirais même que si on était en Afrique, toutes les inquiétudes et les doutes et tout ce que nous voyons autour des réticences et du fait que les médecins ou les hôpitaux ne s'engagent pas, ne pouvaient pas se passer. Parce qu'évidemment, on pouvait dire que vous avez le vaccin, il y a des questions qu'on ne pose pas. Vous devez même être chanceux qu'on peut faire quelque chose pour que vous ne tombiez pas malade. Mais aux États-Unis... Oui, prenons ça dans le cadre global. Comment se fait-il qu'on demande aux gens d'aller se vacciner lorsqu'on est conscient que ce vaccin ne leur protège pas de nouvelles contaminations? C'est là le vrai problème. Je ne pense pas qu'on a dit ça dans le cadre du monde. Malheureusement aussi que le monde est dirigé par l'Occident. C'est-à-dire qu'on a tendance à
appliquer partout dans le monde entier les décisions qui ont été prises en Occident. Je veux dire par là ceci. Aux États-Unis, si vous vous souvenez, il y a eu quelques années, quand je venais aux États-Unis, il y a une dame qui est allée acheter du café dans un restaurant. On lui a servi du café chaud. Elle a pris le café, elle a mis entre ses jambes, elle conduisait, elle a pris le café, elle a mis entre ses jambes. Le café s'est renversé. Oui. Le café a brûlé ses cuisses. Heureusement que ça n'a pas brûlé ses parties intimes. Elle est allée porter plainte contre la chaîne de restaurant et elle a gagné le procès. La chaîne de restaurant lui a versé les millions. Alors que le bon sens voudrait qu'on vous sert un café chaud, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre entre les jambes. Maintenant, vous allez vous dire, mais comment elle a fait pour gagner le procès? Elle a gagné le procès parce que son avocat a réussi à démontrer, premièrement, que le café étant chaud pouvait mettre sa vie en danger et le restaurant n'a pas pris soin d'informer le client, voilà. Et le client que ceci pouvait vous brûler. Et ce n'était pas aussi écrit sur le pot dans lequel le récipient dans lequel on lui a servi du café. Et aussi les lois disaient que c'est à la charge du vendeur de prendre soin et de veiller à la sécurité et à la bonne santé de ses clients. Donc, partant sur ces faits-là, on ne s'est pas contenté simplement du fait qu'elle s'est brûlée, ce qui, en termes de bon sens, on pourrait même dire que non, en fait, elle est folle, elle osait même poser un tel problème, mais elle a gagné le procès. C'est pour dire que, aussi longtemps que vous êtes dans ce genre de transaction, vous devrez penser en tant que société, en tant que vendeur, en tant que business, une entité d'affaires, vous devez penser à ce genre de cas, prendre des précautions et des avances en ce sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Occident, les hôpitaux ne peuvent pas s'engager si vous avez des problèmes par rapport à un vaccin donné pour dire qu'ils seront redevables devant la justice pour ce genre de traitement. Le médecin ne va pas le faire et on laisse la responsabilité à l'État parce que aujourd'hui, ce sont les États qui ont la paternité et qui prennent le devant pour ce qui concerne les campagnes de vaccination et les hôpitaux veulent que l'État prenne ces responsabilités-là. Donc, ces mêmes principes qui sont appliqués en Occident, qui sont diffusés dans le monde entier, dans les médias, nous, en Afrique aussi, on se dit que non, mais pourquoi? Je suis presque certain que si c'était un vaccin qui était développé dans certains pays d'Afrique, non, on n'aurait même pas à s'emballer de toutes ces choses. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire pour ce qui concerne le vaccin. Est-ce que ça veut dire que le vaccin n'est pas fiable ou que le vaccin n'est pas bon? Non, ça veut simplement dire que les hôpitaux et les malades prennent des précautions pour éviter des recours, pour d'éventuels recours en justice. Et ils veulent que le gouvernement, qui finalement a lancé ces campagnes de vaccination, puisse prendre la responsabilité. Donc, ce n'est qu'une affaire de business. Voilà pourquoi je disais, alors si le business prend vraiment le dessus, ça veut dire que la santé aura des sérieux problèmes. Parce que non seulement que le vaccin déjà ne garantit pas aux vaccinés qu'il est protégé contre une nouvelle contamination, mais on assiste également à ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Les laboratoires et les médecins déclinent la responsabilité. Aujourd'hui, donc, c'est l'État qui commande ces vaccins pour sa population qui devient responsable. Et comme l'État n'a pas de responsabilité pénale, ça veut dire que c'est au risque et péril de celui qui se fait vacciner. Responsabilité pénale, pour l'instant, l'État n'a pas dit qu'elle n'a pas de responsabilité pénale et je pense que l'État pourra assumer ça. Mais on veut que l'État puisse prendre la charge parce que l'État, en tant qu'État, pour ce qui concerne les États-Unis, ils ont plus de moyens de pression sur les compagnies pharmaceutiques, puisqu'il y a même un organisme qui s'occupe de valider les médicaments et tous les produits qui se vendent dans le monde médical aux États-Unis. Et ça, c'est une entité d'État. Donc, on veut que l'État soit responsable à ce niveau-là parce qu'ils ont les institutions et les moyens de pression, les outils qu'il faut, au lieu que ça soit un hôpital donné. Parce que n'oublions pas que dans le cas des États-Unis, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont des hôpitaux privés. Roland, soyons un peu pragmatiques. Donc, si j'ai bien compris, si vous vous faites vacciner, vous n'allez pas donc vous débarrasser de votre masque. Oui. Vous allez continuer donc à porter le masque et à observer
toutes les mesures barrières qui ont été dictées par l'OMS. Oui. Et l'intérêt de se faire vacciner, c'est quoi exactement? Ça, c'est une décision de santé publique. Vous savez qu'en santé publique, on ne se focalise pas sur l'individu. Juste parce que moi, je suis vacciné, ça ne veut pas dire que tout le monde autour de moi n'a plus de problème d'être contaminé. On se base sur la masse critique des personnes qui seront vaccinées. Aujourd'hui, je pense que la couverture du vaccin aux États-Unis maintenant, puisqu'on est uniquement sur le personnel soignant, et les personnes vulnérables, je crois que c'est moins de 10% de la population. Et donc, vous n'allez pas demander à 10% de la population de ne plus porter les masques et de se retrouver au milieu des 90 autres qui ne sont pas encore vaccinés, qui peut-être sont porteurs du virus. Vous allez recommencer le travail à zéro parce qu'il y a de fortes chances qu'ils vous recontaminent et qu'ils vous créent les mêmes problèmes. Donc, c'est pour cette raison qu'on demande de continuer à porter le masque jusqu'à ce qu'on ait un nombre critique de gens où on sait qu'ils ont déjà reçu le vaccin, ils ont l'immunité. Si le vaccin marche comme il est prévu, évidemment, ça va aider. Ça, c'est une première observation. Une deuxième observation, le vaccin se fait sur 2 phases. On est encore, pour beaucoup de personnes qui sont vaccinées, c'est encore la première dose. Nombreux n'ont pas eu la deuxième dose. Donc, on ne peut pas se baser sur une dose d'un vaccin pour dire aux gens que vous êtes maintenant anti-balle, vous pouvez vous promener dans la rue, vous n'avez plus besoin de masque, vous n'avez plus besoin de distanciation sociale, vous n'avez plus besoin. Je trouve que ce serait irresponsable. C'est comme si vous donnez un gilet pare-balles à quelqu'un, vous allez dire que non, avec votre gilet pare-balles, vous pouvez vous retrouver en zone de guerre, que ce soit un pistolet, une grenade, une lance-roquette ou quoi, vous ne serez jamais atteint. Oui, Roland, c'est vrai, moi je veux bien que ces exemples que tu es en train de citer, je veux bien, mais dans le passé, on a vu, évidemment, vous avez parlé des autres vaccins qui ont existé. Quand on était vacciné, on pouvait fréquenter les personnes qui étaient malades de ceux pour quoi on s'est vacciné, on ne tombait plus malade. Ce qui est curieux aujourd'hui avec le Covid, c'est comme si on peut aller se vacciner même jusqu'à la deuxième dose, mais ça ne réglera aucun problème. Je suis tenté de vous poser la question, finalement, ce n'est pas pour demain la reprise de la vie encore normale, malgré le vaccin. Non, ça dépend du type de maladie et le mode de contamination. Donnez-moi un exemple de vaccin que vous aviez reçu et vous pouvez repartir auprès d'autres personnes et vous sentir bien. Ça dépend du mode de contamination. Le tétanos, oui, évidemment, vous ne pouvez pas contaminer quelqu'un, donc vous pouvez avoir le vaccin et dès le lendemain vous retrouver en famille sans problème. Il y a plein de maladies comme ça. Et je me souviens même, nous, quand on grandissait déjà, puisque le sida était un problème, à l'époque, les gens avaient beaucoup de peur autour du sida, mais on s'est rendu compte que non, vous pouvez avoir le sida et repartir dans votre société si vous êtes suivi. Et même là, il n'y avait pas de vaccin, mais en étudiant bien le mode de transmission, on a permis et on a véhiculé l'information qui permettait aux gens de vivre avec des gens qui ont le sida sans être contaminés. Évidemment, pour le cas du sida, on vous disait simplement que faut pas avoir des contacts de sang, faut pas avoir des rapports sexuels, mais si vous avez des rapports sexuels, il faut se protéger, tout et tout. Donc, ça dépend du mode de contamination. Pour la COVID, le mode de contamination, malheureusement, c'est à travers les gouttelettes qui sont parfois microscopiques que la personne peut avoir en parlant avec les autres. Et ce mode de contamination laisse très peu de marge d'erreur. Donc, on ne peut pas repartir tout bonnement auprès de nos familles ou de nos amis et faire la fête, même si on est vacciné. Maintenant que nous devons nous vacciner, bon, de toute façon, les gens savent désormais qu'il faut aller se vacciner parce qu'il faut le faire. Non, pour se pas protéger, vraiment. Probablement. Oui. Ça semble être un peu... Parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a même des vols. Tout à l'heure, vous nous expliquez un cas où la compagnie vous existe, par exemple, d'aller faire le test ou bien de vérifier si vous n'êtes pas atteint. Donc, c'est une forme d'obligation de se faire vacciner. Oui et non. Sinon, on ne voyage plus. Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Ça, c'est de la responsabilité des États et des compagnies aériennes. Vous vous souvenez, je suis presque certain que vous, avant de venir aux États-Unis, on vous a demandé de faire le test du sida. Et ça, c'est l'exigence des États-Unis. Si vous allez peut-être, si vous partiez du Congo pour le Cameroun ou du Congo pour le Bénin, on vous exigerait pas un tel test. Donc, c'est pas imposé et c'est pas que vous êtes forcé. Mais par rapport à ce qu'ils estiment utile pour les compagnies aériennes aujourd'hui, si vous voulez voyager, maintenant que nous parlons,
vous devez au minimum faire le test de la COVID et montrer que vous n'êtes pas atteint. Si vous êtes atteint, vous ne voyagez pas. Si vous n'êtes pas atteint, vous voyagez. Ça, c'est les précautions que la compagnie aérienne prend. Mais si vous ne voyagez pas et que vous restez chez vous, on ne viendra pas évidemment vous forcer de faire le test. La même chose avec le vaccin. Pendant que nous parlons, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, mais même parmi les personnes qui sont ciblées et qui sont supposées se vacciner, il y a ceux qui refusent de le prendre. Parce que le vaccin, disons-le même aujourd'hui, pour le personnel soignant, il n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de dire non, je préfère ne pas le prendre maintenant ou je préfère ne pas le prendre du tout et on ne va pas vous forcer. Donc, si vous voyagez demain et que votre compagnie aérienne vous exige le vaccin, oui, évidemment, peut-être qu'il faut chercher... Il faut changer de compagnie alors. Celle qui n'impose pas, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il faut songer à voir celle qui n'impose pas. Vous pensez qu'il est nécessaire de mener des grandes campagnes de vaccination en Afrique contre le Covid? En Afrique, je dirais oui et non. Je vais commencer par oui. Oui, si on va distribuer le vaccin gratuitement ou à moindre coût, et cela ne va pas constituer d'énormes dépenses pour les États. Parce que au rythme actuel de la maladie en Afrique, la COVID ne tue pas plus que le sida ni le paludisme. Donc, s'il fallait décider en termes de priorité, moi, je pense que pour ce qui concerne la COVID, pour beaucoup de pays d'Afrique, le vaccin, courir vers le vaccin qui va coûter beaucoup d'argent ne serait pas vraiment une décision politique qui soit économique ou économe. Parce qu'ils vont dépenser plus d'argent que s'ils procédaient autrement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cas et il n'y a pas beaucoup de décès. Qu'est-ce que je dirais? Si ça ne dépendait que de moi, je dirais qu'on va plutôt mettre l'accent sur le suivi des malades qui sont contaminés et sur les mesures barrières et éviter que les gens ne tombent malades. Et ça ferait moins de dépenses. Donc, si le vaccin est administré gratuitement ou si le vaccin est donné en Afrique gratuitement ou à bas coût, évidemment, il faut vacciner pour éviter qu'aux problèmes que nous avons s'ajoutent d'autres problèmes liés à la COVID. Maintenant, s'il faut l'acheter au prix cher... que le Congo est déjà candidat, je ne sais pas si tu le sais. Je vais revenir candidat au vaccin. Oui, vas-y. Moi-même, je suis candidat au vaccin. C'est-à-dire le Congo va vacciner sa population. L'argent venant d'où? That is the question. Parce que si c'est l'État congolais qui va dépenser, je ne suis pas sûr qu'ils ont les moyens d'acheter assez de vaccins pour vacciner toute la population. N'oublions pas que vacciner ne veut pas simplement dire vacciner à Brazzaville et Pointe-Noire, c'est dire vacciner les 5 millions environ que nous sommes. Et je ne suis pas sûr que même en termes de logistique, nous avons les moyens pour pouvoir mener ça à bien. Et cela peut prendre des années. D'autant plus qu'aux États-Unis, on estime qu'on va atteindre la population ou monsieur tout le monde vers la deuxième partie de 2021. Et donc, si le vaccin doit arriver en Afrique, je dirais peut-être que ça sera 2022, 2023 ou pas, ou si ce n'est pas plus. Et est-ce qu'en ce moment-là, la COVID sera encore un problème pour l'Afrique? Dieu seul sait. Est-ce que la COVID sera assez grave pour qu'on vaccine? Est-ce qu'elle aura déjà disparu? Autant de questions, puisque nous avons vu, par exemple, pour le cas d'Ebola, il y a eu une période où Ebola a secoué toute l'Afrique et aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'il n'y a pas d'autres cas. Donc, ça dépendra de l'évolution de la maladie. Mais dire que le Congo est candidat, est un État candidat pour recevoir le vaccin, je dirais beaucoup plus. Et si je ne me trompe pas, ça sera dans ce sens que pour dire, c'est comme quelqu'un qui dit, hey, si votre truc là, vous allez le donner cadeau, je suis là, donnez-moi. Mais je ne suis pas sûr que le Congo aura les moyens d'acheter, de mener des campagnes de vaccination et au prix que les compagnies pharmaceutiques vont donner le vaccin et pouvoir vacciner tout le monde. Ça serait illusoire. Comme qui dirait, wait and see, vous avez dit, il y aura 2 doses. Oui. On observe déjà le variant du Covid-19. Et ça a été signalé au Danemark, en Afrique du Sud, je crois en Angleterre aussi. Est-ce que le vaccin actuellement sur le marché est le même qui pourra protéger contre ces variants-là qu'on est en train d'observer, ou il faudra un autre vaccin pour ces variants? Ça reste à déterminer, mais sinon, en toute logique, on dirait que même si c'est le cas, le vaccin doit être adapté, amélioré pour pouvoir faire face à ce virus. Comme nous le voyons par exemple ici aux États-Unis, chaque année, le vaccin de la grippe est administré et chaque année, puisque le virus est mutant, chaque année, le virus subit des variations et on adapte le vaccin par rapport aux variations. Si vous recevez le vaccin cette année,
par exemple 2021, le vaccin de 2021 est adapté aux variations que le virus a eues en 2020. Et celui de 2022 ne sera pas le même qu'on va administrer en 2021 parce qu'on doit tenir compte des variations. Donc, si les variations sont considérables, assez considérables, comme c'est le cas avec le vaccin de la grippe, évidemment, il nous faudra adapter le vaccin pour pouvoir faire face à cette réalité. Donc, je ne pense pas que celui qui est là peut aider avec cette variante. Maintenant, est-ce que cette variante du virus est assez critique et assez grave que l'autre? Les études doivent être menées parce que jusque-là... Oui, mais selon les informations, elle est plus contagieuse que l'origine, en fait, le Covid initial. Ouais, ça veut donc dire que les laboratoires ont beaucoup de travail à faire. Et ne perdons pas de vue aussi, je voulais revenir pour ce qui concerne le vaccin. Actuellement, il y a 2 vaccins qui sont disponibles aux États-Unis, le vaccin de Pfizer et Moderna. Il y a 2 compagnies qui ont des vaccins qui sont encore en train de tester avant de mettre sur le marché. Il y a AstraZeneca et Janssen. Donc, ceux-là, pour l'instant, sont encore sur le marché. Et donc, vous vous rendez compte que beaucoup de ces vaccins, il y a beaucoup d'autres compagnies qui vont venir avec les vaccins. Et d'une compagnie à une autre, la qualité et la quantité et la forme du vaccin changent, bien que tous ces vaccins-là ciblent la même bête. Mais puisque les compagnies, évidemment, ne communiquent pas, il y a la concurrence et la loi du marché. Donc, on peut avoir plusieurs variantes du vaccin. Donc, même quand on parle du vaccin, ce n'est pas le vaccin, mais ce sont les vaccins, puisque pour l'instant, il y a 2. En Angleterre, déjà, ils ont accepté le vaccin de AstraZeneca et ils disent même qu'il sera moins coûteux et la deuxième dose peut être administrée des semaines plus tard. Mais pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est en évolution. On ne peut pas avoir des réponses définitives pour toutes ces questions. Bon, on va peut-être parler du taux d'efficacité de ces vaccins. On nous dit d'aucuns sont à 95% d'efficacité, d'autres à 70% d'efficacité. Déjà, 70%, ça pose problème. Mais qu'à cela ne tienne, un aspect a retenu mon attention, c'est que les laboratoires fabricants de ces vaccins et la semaine dernière en France, les médecins ont décliné leurs responsabilités. Qu'est-ce qui fait que les laboratoires déclinent la responsabilité et suivis actuellement par les médecins? Ils ont peur de quoi exactement s'ils avaient confiance en leurs produits? Oui, ça se passe à 2 niveaux. 2 niveaux, c'est que pour la plupart des produits pharmaceutiques, les hôpitaux passent par les compagnies pharmaceutiques pour acquérir ces produits. Et plus le produit est sur le marché, plus il acquiert sa réputation et sa notoriété, plus la compagnie et le monde de l'assurance se sent en mesure de pouvoir soutenir ce produit. Pour l'instant, la COVID, puisque c'est quelque chose de nouveau, quelle que soit la confiance avec laquelle la compagnie pharmaceutique a travaillé sur le produit, évidemment, ils doivent soutenir leur produit. Ils ne peuvent pas décider d'emblée de faire face à un certain nombre de responsabilités, surtout qu'ils travaillent en collaboration avec les États. Le produit peut sortir parce que n'oublions par exemple pour le vaccin de Pfizer, ça demande des températures très, très basses. Donc, le produit peut sortir sain et bon de leur laboratoire. On ne sait pas là où il est stocké, on ne sait pas là où il est administré, on ne sait pas. Et ils ne veulent pas être responsables de tout cela. C'est pour ça, vous voyez que la responsabilité est partagée et ils se renvoient la responsabilité. Et n'oublions pas que responsabilité ne veut pas simplement dire que j'ai fabriqué ce produit, il est bon. Je confirme qu'il est bon. La responsabilité, c'est surtout la responsabilité pénale pour dire que si de la pharmacie au malade, il y a un problème dans la chaîne, qui prend la responsabilité? Évidemment, la compagnie pharmaceutique dit que eux, ils prennent la responsabilité du produit qui sort de chez eux et qui donne à l'État. Et à partir de là, ce n'est plus de leur responsabilité parce que ce sont les infrastructures de l'État qui doivent s'occuper de ça. Ce sont les gens de l'État qui doivent s'occuper de distribuer et de stocker. Et ce sont eux qui administrent. Vous vous souvenez déjà, hier ou avant-hier, il y a un pharmacien qui, par exemple, a décidé de jeter une grande quantité de vaccins à la poubelle parce qu'il estimait qu'il ne veut pas, il n'y croit pas. Et ça, ce n'est plus à la compagnie pharmaceutique de régler ce problème-là, c'est à l'État.
à l'État de régler ce problème et la personne a été arrêtée. Et pourquoi la personne a été arrêtée? Parce que la personne n'est pas un employé ou ne travaille pas pour la compagnie pharmaceutique. C'est un pharmacien. Je n'aimerais pas le dégrader pour dire que c'est un vendeur de médicaments, mais sinon, pour la phase actuelle du vaccin, il n'est qu'un vendeur de médicaments parce qu'il ne maîtrise pas ce qui est dans le vaccin pour dire que ce vaccin, je veux pas le garder si je veux le jeter. Et il n'était même pas responsable en rien. Donc, c'est beaucoup plus, comme on dit, un avis personnel, une décision politique, une décision basée sur la science et sur la médecine. Et pour ce genre de problème, évidemment, la personne est sanctionnée par l'État. Deuxième problème au niveau de l'État, tel que le plan a été établi et tel qu'on avait décidé du déroulement du vaccin, aujourd'hui aux États-Unis, l'État est en retard sur le programme qu'ils avaient établi. N'oublie pas qu'on est encore à la première phase, première dose, mais même déjà là, il y a des retards de distribution. Est-ce que dans l'histoire de la médecine, on a déjà vécu cette situation où les laboratoires déclinent leurs responsabilités, les médecins également déclinent la responsabilité sur les campagnes de vaccination contre, bien entendu, les effets secondaires du vaccin? Ouais. Ou c'est la première fois que nous vivons ça? Non. Cela arrive très souvent, surtout au tout début des campagnes de vaccination pour des grandes masses. La raison est simple. Personne, pour l'instant, on sait ce qui s'est passé au laboratoire, on sait ce qui s'est passé dans les essais cliniques avant qu'on ne mette le produit sur le marché. Avant qu'on ne mette le produit sur le marché, on sait ce qui s'est passé et on est conscient de tout ce qui s'est passé pendant que le laboratoire travaillait. Mais maintenant, comment cela doit se passer sur le public? Cela prend du temps. Et au moment où je vous parle, il y a des universités et des institutions qui sont en train de collecter les données sur les personnes qui sont vaccinées maintenant pour voir comment ça va se passer après. Mais en dehors de ce cadre-là, en termes de protocole, ce qu'on demande aujourd'hui simplement, c'est que quand on administre le vaccin sur une personne, on doit l'observer pendant 15 minutes avant que la personne ne parte. Donc, le fait que vous aviez vu cette infirmière tomber de nu et faire, ça c'est en fait, il n'y avait rien d'extraordinaire puisque ça était prévu par le protocole. Mais évidemment, les médias ont voulu faire les sensations autour et ça a meuté beaucoup de gens, mais ça c'était prévu dans le protocole. Donc, une personne qui vient se faire vacciner, on observe pendant 15 minutes. Si la personne a des antécédents d'allergie, l'allergie, c'est beaucoup plus allergie à l'œuf, mais n'importe quel type d'allergie. Quand vous dites, souvent, si vous allez prendre le vaccin, le médecin va vous dire, est-ce que vous êtes allergique au latex? Est-ce que vous êtes allergique à l'œuf pour ce qui concerne, par exemple, la grippe? Si vous dites oui, évidemment, il y a un protocole à suivre. Donc, pour les personnes qui sont allergiques, on a étendu cette durée d'observation de 30 minutes. Et si après 30 minutes, vous n'avez pas de problème, on vous envoie à la maison. Et maintenant, il y a des équipes et des unités de recherche qui observent les malades et ceux qui ont eu le vaccin maintenant et qui vont dire après, et c'est ça qui s'appelle la surveillance des produits pharmaceutiques. Et ça se passe dans tous les produits. C'est peut-être parce que nous sommes un peu à l'interface entre nous qui venons d'Afrique où ces surveillances ne se font jamais et ceux qui sont ici en Occident, qui sont habitués à ces choses, même un vélo qui est peut-être destiné aux personnes handicapées, il y a des périodes de surveillance. Les voitures, si vous remarquez très souvent, on vous envoie par exemple des notes pour dire que votre voiture... Oui, tout à fait, Roland. Donc ça, c'est la surveillance médicale. Depuis le début, nous n'avons cessé de dire vaccin. Est-ce qu'il est possible de mettre au point un vaccin en moins d'une année? Parce qu'on a l'impression que cette fois-ci, les laboratoires sont allés mais vraiment vite, en moins d'une année, sinon, moins de 6 mois, on a trouvé le vaccin. Vous pensez que c'était possible avant? Non, avant, ce n'était pas possible. Mais évidemment, on a un cas, comme on dit, un cas de jurisprudence où ça a été fait en moins d'une année et c'est le vaccin de la COVID. Je comprends ceux qui font cette comparaison et qui disent, mais pourquoi après tant d'années du sida, il n'y a pas le vaccin du sida? Après tant d'années du paludisme, il n'y a pas de vaccin du paludisme. Mais pour la COVID, en moins d'une année, on a trouvé le vaccin. Non, et ça, surtout que ça ne fait que 0,05% de morts, alors qu'il y a bien des pathologies. Quelles sont les morts qui sont affectées? Parce que si c'est des morts africaines, personne ne s'occupe des morts africaines, soyons sûrs, soyons vrais. Et c'est pas que les gens sont inhumains, mais c'est un problème purement de bon sens. Moi, par exemple, quand je venais aux États-Unis, je venais faire des études de biostatistique pour pouvoir travailler dans le domaine du sida. Le sida aux États-Unis existe, certes, mais c'est pas un grave problème de santé publique, parce que tous les malades du sida, on peut les soigner. Il y a des gens qui vivent avec et qui meurent, comme on dit, de vieux jours, sans mourir de la maladie. Et pour eux, le sida n'est pas une priorité.
Le paludisme n'est pas une priorité. Donc, la COVID est une priorité aux États-Unis parce qu'elle cause beaucoup de morts. Il y a eu maintenant, le nombre de morts de la COVID est plus grand que le nombre de morts qu'il y a eu mais en septembre. maintenant c'est devenu un problème, un souci planétaire. Ce n'est plus seulement pour les États-Unis. Parce qu'ils en ont fait un souci planétaire. C'est comme la guerre mondiale. Elle est mondiale parce que l'Europe a été attaquée. Mais sinon, la nature des guerres que nous avons en Afrique, on les aurait déclarées aussi des guerres mondiales. Donc, ça dépend de qui parle. Et évidemment, malheureusement, quand les États-Unis toussent, le monde tremble. Quand l'Europe tousse, le monde tremble. Mais quand il y a eu la COVID, la SARS-1, la SARS-CoV-1 en Asie, on s'inquiétait peu. Quand il y a eu Ebola, c'est vrai que les gens étaient en alerte, mais ils s'agitaient peu. Ouais. Et même aux États-Unis. C'est vrai que on est pratiquement Je vais finir avec le cas d'Ebola. Le cas d'Ebola pour illustrer mon point. Il y avait Ebola en Afrique de l'Ouest pendant des mois, mais les États-Unis se sont agités que quand il y a eu un Américain qui a été contaminé et il y a eu un deuxième, et ils se sont arrangés à l'emmener aux États-Unis, trouver un traitement pour lui, et le gars s'en est sorti. Mais sinon, avant ça, on disait que non, on ne peut rien faire, il n'y a pas de médicaments. C'est un problème de... Moi, je pense que le problème que nous avons en Afrique, c'est de penser que, puisque nous sommes tous des humains, si un Africain tombe malade, les Européens, puisqu'ils ont la technologie, ils ont les moyens, ils vont réfléchir, ils vont dépenser de l'argent, trouver le traitement, trouver le vaccin pour venir me soigner, moi, à Kakamweka ou à Kimongo. Ils ne le font pas, ils ne le feront pas. Le message est très bien passé. Question facultative, dis-moi, est-ce que réellement, ce de quoi nous parlons, les vaccins qui sont sur le marché, sont-ils vraiment des vaccins ou des thérapies chimiques? Ce sont des vaccins et c'est pour prévenir la maladie, comme je le disais. Et je ne pense pas que... en termes de thérapie, il y a d'autres thérapies. Ben, évidemment, pour les personnes qui sont malades, on peut les soigner. Nous n'avons peut-être pas eu le temps de parler de la chloroquine, puisque vous saviez qu'il fut un temps... Oui, c'est l'occasion, puisque on disait que la chloroquine pouvait guérir la COVID, et traiter évidemment les gens qui sont affectés, mais il y a eu des études qui sont menées, des essais cliniques qui sont menés, qui ont prouvé que ce n'était pas aussi efficace. Maintenant, on peut apporter des cas de personnes qui ont été guéries par la chloroquine. Comme maintenant, je disais qu'il y a des gens qui, parfois, restent chez eux, sont guéris de la COVID et qui restent chez eux. Malheureusement, en termes de médecine, en termes de santé publique en général, on ne se base pas sur des cas individuels, on ne se base pas sur des anecdotes, on ne se base pas sur des faits divers. Quand on dit qu'un produit marche, c'est qu'il marche pour un grand nombre de gens. Et pour le cas de la chloroquine, ça n'a pas marché pour un grand nombre de gens. Évidemment, on a mis de côté. Deux questions sur le Congo. C'est vrai que nous parlons du Covid, mais je sais que probablement tu as suivi l'actualité ou les informations sur le Congo. Le 25 et le 31 décembre 2020, un couvre-feu a été instauré au Congo. On a demandé aux gens de ne pas sortir. La raison évoquée était telle qu'il fallait protéger la population contre la propagation du virus. Oui. Dans le même temps, on voit que ces jours-ci, les gens sont beaucoup plus libres dans les activités associatives, politiques, les partis politiques qui organisent des réunions, on les retrouve dans les salles, entassés comme des sardines. Et là, c'est comme si le Covid n'existait plus. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'instaurer un couvre-feu pour lutter contre la propagation du Covid? Non, je ne pense pas. Un couvre-feu peut-être pour les sorties en boîte de nuit, pour les sorties nocturnes, pour éviter les cas de propagation. Pour le cas du Congo-Brazzaville, ce qui est contradictoire et aberrant, c'est que dans la journée ou dans les associations politiques, comme vous l'aviez dit, les gens vivent comme s'il n'y avait pas la COVID. Et je ne pense pas que, comme beaucoup le disent maintenant avec humour, que le virus se propage pas seulement la nuit, ou bien seulement le 25 décembre, la veille de Noël. Non, je pense qu'il y a une certaine incohérence à ce niveau. Et même si c'était le cas, je ne pense pas que le déferlement militaire que nous avons vu le jour de la Noël s'expliquait. Maintenant, c'est à eux de nous expliquer, de nous dire pourquoi il y a eu cela. Et je ne crois pas que le gouvernement s'est prononcé officiellement pourquoi ils ont trouvé qu'il était nécessaire de sortir autant de policiers dans la rue et autant de moyens militaires juste pour prévenir la COVID.
Ça, En tout cas, le porte-parole du gouvernement a dit que c'était pour protéger la population contre la propagation du virus. Sur la Merci, base de quelle Roland. information? Ben, c'est probablement qu'il va nous suivre et qu'il nous donnera plus d'informations là-dessus. Ouais. Alors, s'il n'y a pas un mot à l'endroit, particulièrement des Africains, parce que je sais que, bon, aux États-Unis, tout est bien surveillé, en Occident, en Europe, en France, particulièrement aux Africains, face à cette pandémie, maintenant qu'il y a le vaccin, quel comportement adopter? Qu'est-ce que tu leur dis? Se vacciner, observer ou Ouais, j'aurais deux recommandations à faire. La première recommandation, c'est que rappeler à tous les Africains que je ne suis pas sûr que le vaccin sera disponible en Afrique dans les mois qui suivent. Et donc, même s'il y a le vaccin ailleurs, il faut continuer à respecter les mesures barrières, il faut continuer à se protéger et ceux qui sont atteints de la maladie s'isoler, se soigner avant de revenir dans la population. Maintenant, si le vaccin est disponible et qu'il est à la portée de tout le monde, évidemment, ils n'ont rien à perdre à se vacciner pour éviter des cas de contamination. Mais je ne pense pas qu'il faudra courir vers le vaccin, dépenser beaucoup d'argent pour se soigner et pour se vacciner si le vaccin est très cher et s'il n'est pas à la portée des populations. Maintenant, pour ce qui concerne les gouvernants, je dirais simplement que en tant que gouvernant, il faut voir le pour et le contre. Est-ce que la COVID est aussi plus mortelle que le paludisme que nous avons chez nous, ou est-ce que c'est vraiment une grande affaire de santé publique par rapport à peut-être le besoin d'eau ou le besoin d'électricité ou le besoin de salubrité dans certaines localités. Et si on estime que c'est pas aussi grave que ça, moi j'aurais pensé qu'au lieu de dépenser des millions et des milliards pour faire face pour un vaccin de COVID, je dirais peut-être pourquoi pas faciliter l'adduction d'eau dans une commune ou dans une localité, ou peut-être équiper une université de bibliothèques et d'ordinateurs pour que nos enfants puissent étudier au lieu de s'embrouiller avec le vaccin de la COVID. Mais ça, c'est un peu purement en termes de coût. Mais sinon, en termes de santé publique, s'il est disponible et qu'il est à prix abordable, évidemment, il faut protéger les populations. Et quand tu dis on peut se traiter, y a-t-il des protocoles connus en Afrique pour traiter des personnes malades qui ne développent probablement pas, qui ne sont pas vraiment en danger ou qui développent des symptômes beaucoup plus dangereux? Je ne sais pas qu'est-ce qui est utilisé là-bas, mais je sais que pour le commun des mortels ou pour le citoyen ordinaire, il y a des moyens qu'on utilise. Soit on utilise les produits qui sont proches de ceux utilisés pour le paludisme, même de façon traditionnelle. Il y a des hôpitaux qui administrent des soins, mais je ne sais pas quel est le protocole qu'ils utilisent. Mais je pense que beaucoup d'Africains ont compris que, à titre préventif, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et qui l'ont bien fait. Je pense peut-être aussi, j'ai oublié de le mentionner, que le succès de l'Afrique aussi passe par là, par les tisanes et les concoctions qu'on peut boire de façon saine et sans risquer sa vie et qui, jusque-là, protègent beaucoup de gens. Parce que qu'on le veuille ou pas, même ici aux États-Unis, le protocole a changé. Il y a des malades à qui on demande d'être actifs, de bouger, de boire, de beaucoup boire. Bref, des choses aussi simples qu'on n'a pas imaginé dire à l'époque parce qu'on pensait que les médicaments devaient tout traiter, tout régler. Donc, les médicaments aujourd'hui aux États-Unis deviennent en quelque sorte un dernier recours. Mais sinon, il y a un tas de choses que les gens peuvent faire pour ceux qui sont déjà contaminés ou atteints de la COVID pour pouvoir s'en sortir. Évidemment, rester mobile. C'est pour ça, à l'époque, comme je disais au départ, quand on mettait les gens, les immobilisés sur les lits, on leur faisait plus de mal qu'on les aidait. Et maintenant, on a compris et les protocoles ont changé même dans les hôpitaux. Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris qu'il faut vraiment bouger pour ne pas être victime de... En fait, peut-être pas victime, pour ne pas succomber de la COVID-19. Sinon, aussi, il faut faire les tests. Mais je crois que les tests existent déjà en Afrique, dans nos pays, Ouais. il y a des tests. Non, le coût est une autre chose, mais sinon, les tests existent, on peut faire les tests sans problème. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout à toutes nos questions pour éclairer nos téléspectateurs. Je crois qu'ils vont
cette fois-ci avoir de la matière et sauront décider quoi faire avec cette situation de la pandémie Covid-19. C'est à moi de vous remercier. Beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été fidèles à votre émission, Droit de savoir. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve très prochainement. Merci. Audio Jungle.